Paris, terrasse du restaurant Le Jules Verne au 2e étage de la Tour Eiffel, un après-midi d'octobre qui bouleverserait la haute société parisienne. Alexandre Dubois, 38 ans, PDG d'un empire technologique de 1,2 milliard d'euros, concluait un déjeuner d'affaires quand une fillette de 6 ans, vêtue d'une robe sale et déchirée, s'approcha de sa table. Ses yeux bleus, identiques aux siens, le fixèrent, tandis qu'elle prononçait des mots qui glacèrent le sang dans ses veines. « Puis-je manger avec toi, papa ?» Les convives du restaurant étoilé restèrent pétrifiés. La sécurité bougea pour l'éloigner, mais Alexandre leva une main tremblante pour les arrêter, car cette enfant, Juliette, n'était pas une mendiante ordinaire. C'était la fille qu'il croyait morte dans l'incendie qui avait tué sa femme Catherine 4 ans auparavant. La fille dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Et maintenant, elle était là, vivante, affamée, l'appelant papa devant tout Paris. Ce qu'il découvrit dans les minutes suivantes non seulement détruisit tout ce qu'il croyait vrai sur la mort de sa famille, mais révéla un complot impliquant les personnes en qui il avait le plus confiance. Le restaurant Le Jules Verne était le temple de la gastronomie parisienne en altitude, où les puissants de la ville concluaient des affaires de millions entre une coupe de champagne Krug et du foie gras de canard du Périgord. Alexandre Dubois y déjeunait chaque jeudi, toujours à la même table avec vue panoramique sur Paris, toujours entouré d'investisseurs et de partenaires commerciaux. Ce jour d'octobre, il venait de signer l'acquisition d'une start-up d'intelligence artificielle pour 50 millions d'euros. La fillette apparut comme sortie de nulle part. Elle passa inexplicablement la sécurité du restaurant, marchant entre les tables avec une détermination qui contrastait avec son apparence négligée. La petite robe fleurie qu'elle portait était au moins 2 tailles trop petites, les chaussures tenues avec du scotch, les cheveux blonds emmêlés et sales. Mais c'étaient les yeux qui paralysèrent Alexandre, bleus comme la Méditerranée à Cassis, avec cette nuance particulière de gris qui était la marque génétique de la famille Dubois depuis des générations. Quand elle prononça ces mots, « Puis-je manger avec toi, papa ?» Le temps sembla s'arrêter. Le partenaire japonais avec qui il déjeunait resta la fourchette en l'air. Les serveurs se figèrent. Même le sommelier, vétéran de 1000 scènes embarrassantes de la haute société, laissa tomber son tire-bouchon. Alexandre sentit le monde basculer. Juliette était morte 4 ans plus tôt, dans l'incendie de leur maison de campagne à Fontainebleau. Il était à New York pour affaires quand c'était arrivé. Catherine et Juliette étaient restées piégées. Les pompiers avaient trouvé le corps carbonisé de sa femme, mais de Juliette seulement des restes que l'ADN avait confirmé être les siens. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. La fillette le regardait avec une familiarité désarmante, comme si elle l'avait vu hier et non 4 ans auparavant. Elle avait un sac plastique à la main, avec ce qui semblait être tout ce qu'elle possédait. Quand la sécurité bougea pour la prendre, elle ne s'enfuit pas. Elle resta immobile, les yeux fixés sur Alexandre, et dit quelque chose que seuls eux deux pouvaient savoir. « Tu m'avais promis qu'on irait voir les papillons au Jardin des Plantes pour mon anniversaire. Ça fait longtemps, papa. » C'était vrai. La veille de l'incendie, au téléphone depuis New York, il avait promis à Juliette que pour ses 3 ans, il l'emmènerait voir la serre aux papillons du Jardin des Plantes. Il ne l'avait jamais dit à personne. C'était resté son tourment privé, la promesse non tenue qui le hantait. Les jambes d'Alexandre cédèrent. Il s'agenouilla devant l'enfant, les mains tremblantes alors qu'il touchait son visage. Il y avait une petite cicatrice sur la tempe gauche. Juliette se l'était faite en tombant de vélo à 2 ans. C'était elle, impossible, inexplicable, mais c'était elle. Le restaurant était en effervescence. Téléphone qui prenait des photos, murmures excités, quelqu'un qui appelait la police. Mais Alexandre ne voyait que sa fille. Il l'étreignit et elle s'accrocha à lui avec une force désespérée, murmurant « La méchante dame m'a gardé, elle disait que tu étais mort, mais je savais que c'était pas vrai. Je t'ai cherché longtemps, papa. » C'est alors qu'il remarqua les bleus sur ses poignets, les cicatrices sur ses jambes, les marques d'années de souffrance. La rage qui monta en lui fut volcanique. Qui avait fait ça ? Qui avait pris sa fille et l'avait gardée cachée en lui faisant croire qu'elle était morte?
La suite présidentielle du Four Seasons, George V, devint le quartier général d'une enquête qui bouleverserait Paris. Alexandre avait emmené Juliette loin du restaurant au milieu du chaos médiatique, refusant de la laisser même une seconde. L'enfant avait dévoré la nourriture du room service comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, puis s'était endormie dans le lit king size, serrant la main de son père comme si elle craignait qu'il disparaisse. L'ADN confirma ce que le cœur d'Alexandre savait déjà, c'était Juliette. Mais comment était-ce possible? Les restes trouvés dans l'incendie avaient été identifiés comme les siens. L'avocat de famille, maître François Moreau, fut convoqué d'urgence avec le chef de la sécurité de Dubois Tech, un ancien colonel du GIGN nommé Pierre Lambert. Les révélations arrivèrent comme des coups de poing à l'estomac. L'incendie n'était pas un accident. Les analyses médico-légales de l'époque avaient été falsifiées. Quelqu'un avait payé pour faire croire que Juliette était morte. Mais qui? Et pourquoi? Juliette, quand elle se réveilla, raconta son histoire par fragments, avec la voix de celle qui a appris que trop parler apporte des punitions. Elle avait été emmenée de la maison avant l'incendie par une femme qu'elle connaissait, tante Sylvie, qui lui avait dit que c'était un jeu. Puis elle l'avait gardée dans une ferme, quelque part près de l'île. Elle lui avait dit que papa et maman étaient morts, qu'elle était maintenant sa fille, Sylvie. Le nom frappa Alexandre comme la foudre. Sylvie Bernard, la demi-sœur de Catherine, celle qui avait toujours envié la vie de sa sœur plus chanceuse, celle qui avait disparu après les funérailles, disant ne pas pouvoir supporter la douleur. Elle était partie vivre à l'étranger, en Belgique, ou du moins c'est ce qu'elle avait dit. L'enquête privée qu'Alexandre mit en branle découvrit la vérité en 48 heures. Sylvie n'était jamais allée en Belgique. Elle vivait dans une ferme isolée dans le nord, près de Valenciennes, sous un faux nom. Les caméras de sécurité de divers magasins la montraient au fil des ans, avec une enfant qui grandissait, Juliette. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Le compte bancaire de Sylvie montrait des dépôts réguliers de 10 000 € par mois pendant 4 ans. L'argent venait d'un compte offshore aux îles Caïmans. Et ce compte, après des jours de fouilles numériques, s'avéra lié à quelqu'un qu'Alexandre n'aurait jamais soupçonné. Philippe Martin, son associé en affaires, son meilleur ami depuis l'école polytechnique, le parrain de Juliette. La nuit où il découvrit la trahison de Philippe, Alexandre resta éveillé à veiller Juliette qui dormait. Les pièces du puzzle s'assemblaient en une image monstrueuse. Philippe avait toujours désiré Catherine, depuis Polytechnique. Et après qu'elle eut choisi Alexandre, il avait couvé une rancœur qui avait grandi au fil des ans. L'incendie, l'enlèvement de Juliette, tout faisait partie d'un plan pour détruire Alexandre et s'emparer de son entreprise. Le plan était diabolique dans sa simplicité. Faire croire à Alexandre qu'il avait tout perdu, le regarder s'autodétruire dans la douleur, puis racheter sa part de l'entreprise quand il s'effondrerait. Et cela avait presque fonctionné. Alexandre avait envisagé le suicide plusieurs fois durant ces 4 années. Seul le travail l'avait maintenu en vie. L'empire qu'il avait construit, la seule chose qui lui rappelait qui il avait été avant la tragédie. Mais Philippe n'avait pas calculé une chose, l'amour d'une enfant pour son père. Juliette s'était échappée. Après des années de captivité, elle avait trouvé le courage de fuir quand Sylvie s'était enivrée plus que d'habitude. Elle avait marché des kilomètres, dormi dans la rue, mendié, tout pour arriver à Paris. Elle savait que son père déjeunait au Jules Verne chaque jeudi. Il le lui avait dit des années auparavant, lui promettant qu'un jour, il l'emmènerait dans ce restaurant chic quand elle serait grande. L'arrestation de Philippe Martin fit trembler les fondations du tout Paris. L'homme qui pendant des années avait été considéré comme un pilier de la communauté entrepreneuriale, bienfaiteur d'œuvres caritatives, mari dévoué et père de 3 enfants, fut traîné hors de son bureau menotté tandis que les caméras filmaient tout. Mais le château de cartes était plus grand qu'Alexandre ne l'avait imaginé. L'interrogatoire de Sylvie, arrêtée dans sa ferme prison, révéla des ramifications impliquant la moitié de Paris. Philippe n'avait pas agi seul. Il y avait un réseau de complices incluant le médecin légiste qui avait falsifié l'identification des restes, le fonctionnaire de police qui avait clos l'enquête trop vite,
même certains membres du conseil d'administration de Dubois Tech. Juliette, pendant ce temps, luttait avec les traumatismes que 4 ans de captivité et de manipulation avaient laissés. Elle se réveillait en hurlant la nuit, appelant Alexandre, terrifiée que tout soit un rêve et qu'elle se réveillerait à nouveau dans la ferme. Elle ne voulait pas être laissée seule même pour aller aux toilettes. Elle mangeait compulsivement, cachant de la nourriture sous son oreiller, vestige d'années de privation punitive. La psychologue pour enfants, Dr Marie Rousseau, travaillait avec elle chaque jour dans la suite transformée en maison forteresse. Lentement, avec une patience infinie, Juliette commença à raconter des détails qui donnèrent la chair de poule, les punitions de Sylvie quand elle demandait après papa, les jours enfermés dans la cave dans le noir quand elle tentait de s'échapper, les mensonges constants sur comment son père l'avait abandonnée, vendue, oubliée. Mais il y avait aussi autre chose. Juliette parlait d'une femme qui venait parfois la voir, une femme élégante qui sentait le jasmin et qui la regardait avec tristesse. La description glaça Alexandre. Cela ressemblait à Catherine, mais Catherine était morte. Son corps avait été identifié, incinéré, les cendres dispersées dans la Seine comme elle l'avait toujours souhaité, ou pas. L'exhumation des cendres et un nouveau test ADN révélèrent la vérité la plus bouleversante de toutes. Le corps incinéré n'était pas celui de Catherine, c'était celui d'une SDF d'Europe de l'Est, morte d'overdose la même nuit que l'incendie, dont le corps avait été substitué. Ce qui signifiait une seule chose, Catherine pouvait être vivante. La chasse à Catherine devint obsession. Alexandre mit sur l'affaire les meilleurs détectives privés d'Europe. Les traces étaient faibles, mais existantes. Une femme correspondant à sa description avait été vue dans une clinique privée en Suisse 2 ans auparavant. Un autre témoignage la plaçait dans un couvent de Clarisse en Bretagne. Toujours insaisissable, toujours un pas en avance. Juliette confirma, la femme qui la visitait était maman. Elle venait la nuit quand Sylvie dormait. Elle lui apportait des bonbons, lui caressait les cheveux, pleurait. Elle lui disait d'être forte, qu'un jour tout serait fini, mais elle ne pouvait pas l'emmener. Juliette ne comprenait pas pourquoi. Le procès de Philippe révéla la raison. Catherine était vivante, mais aussi prisonnière que Juliette. Philippe la gardait dans une clinique psychiatrique privée en Suisse, droguée et contrôlée, officiellement sous un faux nom comme patiente schizophrène. Le chantage était simple. Si elle tentait de fuir ou de contacter quelqu'un, Juliette mourrait vraiment. Le jet privé pour Genève décolla à l'aube. Alexandre, accompagné d'une équipe d'avocats internationaux et de la police suisse, se dirigeait vers la clinique alpine Sérénité, un luxueux asile pour riches avec des problèmes à cacher. Juliette était restée à Paris, protégée par une équipe de garde du corps et choyée par la grand-mère paternelle accourue de Lyon. La clinique se dressait comme un château de contes de fées dans les Alpes suisses, mais pour Alexandre, c'était l'enfer sur terre. Quelque part derrière ces murs blancs se trouvait Catherine, si les informations extorquées à Philippe étaient vraies. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. 4 ans de torture psychologique, de médicaments, d'isolement. Le directeur de la clinique, Dr Hans Weber, opposa d'abord de la résistance. Confidentialité patient-médecin, procédure légale, bureaucratie suisse. Mais quand les avocats d'Alexandre présentèrent les preuves de séquestration et de conspiration internationale, quand la police suisse menaça de fermer la clinique, les portes s'ouvrirent. Ils la trouvèrent dans la suite 47, au dernier étage. Quand Alexandre entra dans la chambre, son cœur s'arrêta. Catherine était assise près de la fenêtre, plus mince, les cheveux châtains maintenant striés de gris prématuré, mais toujours belle. Elle peignait des natures mortes obsessivement détaillées de tournesol, les mêmes tournesols qu'elle avait dans son bouquet de mariage. Quand elle le vit, elle laissa tomber son pinceau. Pendant un moment, ils restèrent immobiles, 2 fantômes se regardant à travers un abîme de douleur. Puis Catherine murmura « Tu es réel ou c'est encore une hallucination ?» Les médicaments qu'on lui avait donnés pendant des années l'avaient convaincu que tout était dans sa tête. Les visites à Juliette, des délires, les souvenirs d'Alexandre,
les fantasmes d'un esprit malade. Philippe venait chaque mois en blouse de médecin pour renforcer le récit. Elle était malade, dangereuse pour elle-même et les autres. Alexandre et Juliette étaient morts par sa faute. Quand Alexandre l'étreignit, quand il lui dit que Juliette était vivante et en sécurité, quand il lui montra les vidéos de l'enfant demandant après maman, Catherine s'effondra. 4 ans de murs mentaux construits pour survivre s'écroulèrent en pleurs qui semblaient ne jamais finir. Le retour à Paris fut surréaliste. La presse devint folle. La famille Dubois ressuscite des cendres. Le miracle de Paris, l'histoire d'amour qui a vaincu la mort. Mais pour Alexandre, Catherine et Juliette, les gros titres étaient du bruit de fond. Ils étaient trop occupés à réapprendre à être une famille. Ce ne fut pas facile. Catherine avait des attaques de panique, convaincue d'être encore dans la clinique. Juliette ne reconnaissait pas complètement cette version fragile de la mère forte dont elle se souvenait. Alexandre se sentait coupable de ne pas avoir compris, de ne pas avoir enquêté davantage 4 ans auparavant. La thérapie familiale devint routine quotidienne. La maison de Fontainebleau fut vendue, trop de fantômes. Ils s'installèrent dans un appartement donnant sur le parc Monceau. Un nouveau départ dans un Paris qui regardait vers l'avenir plutôt que vers le passé. Lentement, jour après jour, les morceaux de la famille Dubois se recomposaient. Le procès du siècle se tint au palais de justice de Paris. Philippe Martin et ses complices faisaient face à des accusations allant de la séquestration à la tentative de meurtre, de la fraude au blanchiment d'argent. La salle d'audience était bondée chaque jour, avec la presse internationale qui suivait ce qui était devenu un cas symbolique de la corruption dans le monde des affaires. Juliette dut témoigner, protégée par un paravent pour ne pas voir Philippe. Sa petite voix ferme alors qu'elle racontait les années de captivité fit pleurer même les journalistes les plus cyniques. Elle décrivit comment tante Sylvie lui disait chaque jour que son père ne la voulait plus, qu'il avait une nouvelle famille, qu'elle n'était qu'un poids, comment elle la punissait quand elle trouvait les dessins qu'elle faisait pour papa. Comment la nuit elle rêvait de maman qui chantait la berceuse des petits poissons, celle qu'elle chantait toujours avant la nuit du feu. Catherine témoigna sous sédatif, luttant encore contre les effets de 4 ans de lavage de cerveau pharmacologique. Elle raconta le réveil dans la clinique, les injections forcées, les séances de thérapie, où on lui répétait qu'elle était folle, qu'elle avait tué sa famille. Comment elle avait tenté le suicide 3 fois, arrêtée toujours par la pensée que peut-être, quelque part, Juliette avait besoin d'elle. Mais ce fut le témoignage d'Alexandre qui révéla la profondeur de la trahison. Il montra des emails et des enregistrements prouvant comment Philippe avait tout planifié pendant des années, comment il avait séduit Sylvie, lui promettant argent et une vie avec Juliette, comment il avait corrompu fonctionnaires et médecins, comment il avait même tenté de faire interner Alexandre pour dépression après la mort de la famille, pour prendre le contrôle total de l'entreprise. La défense de Philippe fut pathétique. Il tenta de se dépeindre comme victime d'un amour non partagé, de peindre Alexandre comme un mari et père absent qui négligeait sa famille pour les affaires. Mais l'épreuve était accablante. Quand Juliette, lors d'une audience, se leva spontanément et cria « Tu es méchant, tu as volé ma famille », même le juge le plus impassible dut s'essuyer les yeux. Le verdict tomba un jour de pluie de décembre. Réclusion criminelle à perpétuité pour Philippe Martin, 30 ans pour Sylvie Bernard, des peines variables pour les complices. Mais pour la famille Dubois, la vraie justice n'était pas dans les sentences, c'était dans le fait d'être à nouveau ensemble. Ce soir-là, dans leur appartement, ils firent un dîner simple. Des pâtes à la tomate, celles dont Juliette avait rêvé pendant 4 ans. Alors qu'ils mangeaient, Juliette demanda soudainement « Papa, on peut encore aller voir les papillons ?» Alexandre et Catherine se regardèrent et pour la première fois en 4 ans, sourirent vraiment. Demain même, ma chérie, demain même. Mais la vengeance de Philippe avait un dernier acte. De prison, il avait orchestré un dernier coup. Les médias reçurent un dossier avec des photos et vidéos manipulées suggérant une relation entre Alexandre et son assistante personnelle pendant les 4 ans de deuil. L'intention était claire. Détruire le récit de la famille parfaite retrouvée.
Les tabloïds se déchaînèrent avec les révélations de Philippe. Le veuf pas si fidèle, trahison après la tragédie, les titres étaient féroces. Les photos, habilement manipulées, montraient Alexandre dans des situations compromettantes avec Sophie, son assistante, pendant les 4 ans où il croyait sa famille morte. La vérité était plus complexe et humaine. Oui, il y avait eu un moment, 2 ans après l'incendie, où Alexandre avait cherché du réconfort dans les bras de Sophie, une nuit de désespoir et de whisky dont il s'était repenti immédiatement. Sophie avait compris que c'était seulement de la douleur, pas de l'amour, et avait maintenu une distance professionnelle depuis. Mais Philippe avait tout déformé, faisant passer pour une relation ce qui n'avait été qu'un moment de faiblesse humaine. Catherine affronta la révélation avec une maturité née de la souffrance. Elle avait passé 4 ans à croire qu'elle était folle. Elle savait ce que signifiait être perdue dans la douleur. Un soir, alors que Juliette dormait, elle parla avec Alexandre sur le balcon qui surplombait les lumières de Paris. « Je te pardonne, dit-elle simplement. Il n'y a rien à pardonner, en fait. Tu me croyais morte. Tu étais seule, brisée. Nous sommes humains, Alexandre. Ce qui compte, c'est que nous sommes là maintenant. » Mais Juliette avait du mal à comprendre. À 10 ans maintenant, avec la précocité de celle qui a trop vu, elle posait des questions difficiles. Pourquoi papa avait-il cherché quelqu'un d'autre? Pourquoi oncle Philippe était-il si méchant? Cela pourrait-il arriver encore? Ce fut lors d'une séance de thérapie familiale que le docteur Rousseau suggéra quelque chose de radical. Affronter Philippe en prison. Pas pour lui, mais pour eux, pour vraiment clore le chapitre, pour regarder le monstre dans les yeux et le voir pour ce qu'il était. Un homme petit et pathétique, consumé par l'envie. La rencontre eut lieu à la prison de la Santé, dans le parloir. Philippe avait vieilli de 20 ans en quelques mois. Quand il vit entrer la famille Dubois unie, quelque chose se brisa dans ses yeux. Il avait échoué, complètement. Juliette fut la première à parler. « Pourquoi tu as fait du mal à ma famille ?» Philippe ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix brisée, il confessa la vérité la plus pathétique. Il avait toujours aimé Catherine, mais surtout, il avait toujours envié Alexandre. Il l'enviait parce qu'il était brillant sans effort, aimé sans chercher l'approbation, heureux sans faire semblant. Il avait voulu détruire ce bonheur parce qu'il lui rappelait tout ce qu'il ne serait jamais. « Tu es petit », dit Juliette avec la sagesse terrible d'une enfant qui a vu l'enfer. « Tu es petit et triste, tu me fais pitié. » Ils sortirent de la prison en silence. Il n'y avait pas de triomphe dans la vengeance, seulement la conscience que certains démons sont trop misérables pour mériter même la haine. 1 an plus tard, la famille Dubois était méconnaissable de celle qui était entrée dans le tourbillon de la tragédie. Alexandre avait réduit son rôle dans l'entreprise, déléguant pour passer plus de temps avec sa famille. Catherine avait repris la peinture, mais maintenant ses tableaux étaient des explosions de couleurs et de vie, plus des natures mortes. Juliette excellait à l'école, avait des amis, riait avec l'insouciance que chaque enfant devrait avoir. Ils créèrent une fondation pour les enfants victimes d'enlèvements et d'abus familiaux. Juliette insista pour l'appeler « Papillon libre », en l'honneur de la promesse tenue. Chaque année, le jour anniversaire de son retour, il retournait au jardin des plantes, pas pour se souvenir de la douleur, mais pour célébrer la résilience. Le jour du 12e anniversaire de Juliette, ils organisèrent une fête dans le jardin de leur nouvelle maison, à Versailles. Il y avait des camarades de classe, des cousins, des amis anciens et nouveaux. Alors qu'Alexandre regardait sa fille rire insouciante, Catherine peindre en plein air, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Philippe, depuis la prison, avait tenté un dernier coup. Il avait écrit un livre sur l'affaire, essayant de se dépeindre comme victime. Aucun éditeur ne le publia. Il était devenu insignifiant, oublié, exactement comme il avait toujours craint de l'être. Pendant la fête, Juliette monta sur une chaise et demanda l'attention de tous. « Je veux dire quelque chose », annonça-t-elle avec l'assurance de celle qui a appris que la voix est pouvoir. « Il y a 4 ans, j'ai perdu ma famille, mais je l'ai retrouvée. Et j'ai appris quelque chose d'important. La famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix. Chaque jour, mon papa et ma maman choisissent de m'aimer, et je choisis de les aimer. C'est ça la vraie magie.
Alors que le soleil se couchait sur Versailles, teignant le ciel d'or, un papillon de plastique flottait dans la piscine, cadeau blagueur d'un ami. Juliette le regarda et rit. « On n'a plus besoin de promesses, dit-elle à son père. On les a toutes déjà tenues. » L'histoire de la famille Dubois devint légende à Paris. Pas pour le drame ou le scandale, mais pour quelque chose de plus puissant. La preuve que le véritable amour survit à tout. Que les cendres peuvent devenir un terreau fertile pour une nouvelle croissance. Que parfois, les miracles arrivent habillés en petites filles courageuses qui marchent dans des restaurants de luxe, demandant simplement de manger avec papa. Et dans un coin tranquille du cimetière du Père-Lachaise, une tombe sans nom recevait des fleurs fraîches chaque semaine. C'était pour la SDF qui était morte à la place de Catherine, dont l'identité ne fut jamais découverte. La famille Dubois s'assurait qu'elle ne soit pas oubliée, car même dans la tragédie la plus sombre, chaque vie a de la valeur, chaque histoire mérite le respect. La dernière scène que Paris retient est celle-ci. Une famille de 3 personnes qui entre au Jules Verne pour déjeuner 5 ans après ce jour fatidique. Ils s'assoient à la même table. Ils commandent calmement. Et quand l'adolescente lève son verre de jus d'orange pour un toast, elle dit simplement « à la famille qu'on choisit d'être ». Le restaurant, le même qui avait vu le début de tout, applaudit, pas pour le spectacle, mais pour la vérité simple et puissante. L'amour gagne. Toujours. Même quand cela semble impossible, surtout quand cela semble impossible. La tour Eiffel brillait autour d'eux, témoin silencieuse de leur histoire. Mais pour la famille Dubois, le vrai monument était leur foyer. Pas un lieu défini par des murs ou un code postal prestigieux, mais par 3 cœurs qui avaient appris que parfois, les plus beaux jardins poussent dans les endroits les plus inattendus, arrosés de larmes de joie et éclairés par l'amour qui ose dire son nom. Mettez un like si vous croyez que l'amour d'une famille peut surmonter n'importe quelle tragédie. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qu'on aime. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui prouvent que le courage et l'amour peuvent vaincre même les complots les plus sombres.